bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième podcast du planning familial liégeois, organisé comme d'habitude par le planning familial de Serein ainsi que le planning familial Ourtemblève. Le sujet du jour, ça va être la pornographie, le contenu pornographique. On va essayer de s'intéresser aux tenants et aux aboutissants de cette thématique-là, et pour cela, j'ai deux très chouettes collègues avec moi qui vont m'aider à y voir un petit peu plus clair. Manu, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Super. Impeccable. Manu, toi, tu es animatrice EVRAS, donc d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Tu es également accueillante IVG ainsi que sexologue, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. D'accord. Donc, un certain degré d'expertise pour nous aider à aborder la problématique. Je suis également accompagné de Marion. Comment Bonjour, vas-tu ? ça va. Ça roule ? Oui. Impeccable. Toi, Marion, tu es assistante sociale, tu es également animatrice EVRAS et vous êtes toutes les deux travailleuses au planning familial de Serein. Ouais. C'est bien ça. Exactement. Parfait. Et moi, votre serviteur, je m'appelle Arnaud, je suis également assistant social et animateur EVRAS ainsi qu'accueillant au planning familial Ourtemblève et également au planning familial de Fléron. Alors, eh bien, aujourd'hui, justement, dans notre réalité de travailleurs, la sexualité, c'est clairement notre sujet un petit peu de base, un petit peu notre business, on peut le dire. Et finalement, la pornographie, ça revient énormément. Alors, on constate deux choses plutôt interpellantes autour de la pornographie, c'est que c'est de plus en plus accessible. Au fur et à mesure des années, on se rend compte que ça devient excessivement facile d'accéder à du contenu pornographique, quel que soit son âge, quel que soit le support qu'on utilise. Une autre problématique qu'on constate, c'est le fait que c'est facile de créer aussi du contenu autour de ça. Et donc, ça pose toute une série de questions, et également de questions législatives qu'on abordera un petit peu plus tard. Mais historiquement, il y a pas mal de choses à dire. Oui. En fait, ça a toujours un peu existé. Mhm. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le porno, c'est quelque chose de nouveau, comme s'il était apparu au XXe siècle, alors qu'en fait, la pornographie, en effet, a toujours existé. Ce qui change, c'est plutôt ses formes et les représentations que la société s'en fait. Le terme pornographie, d'ailleurs, évolue selon les époques et ce qui peut être qualifié d'obscène et d'immoral. Il faut savoir qu'à l'époque de l'Antiquité, chez les Grecs, les Romains, les Perses, il y avait déjà des peintures, des sculptures qui foisonnaient de contenu pornographique. Idem en Chine, en Inde, où il y avait déjà des représentations très libres de la sexualité. Ça s'exposait sur les façades des temples, d'ailleurs. En fait, ce n'est qu'à partir des guerres de religion que la sexualité et le rapport à la chair a commencé à être réglementé, avec notamment la religion catholique au Moyen-Âge, etc. L'image du corps était devenue de plus en plus Tabou. tabou. Ouais, on peut Oui, le du dire. coup, tout ce qui était pornographie était devenu, ça existait toujours, mais c'était devenu plus discret, plus secret. Et c'est seulement après la Première Guerre mondiale, les années 20, les années folles, que la littérature pornographique peut à nouveau être reconnue publiquement. Et puis dans les années 60, qu'arrivent les films porno. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'avec chaque avancée technologique, il y a une nouvelle forme de diffusion de la pornographie. Donc on considère ces dernières années qu'il y a vraiment une prolifération des moyens de communication, avec vraiment une multiplication des formes de porno qui se développent de manière exponentielle. Mhm. Et d'ailleurs, ici, à l'heure actuelle, c'est Internet, la 4G, les réseaux Wi-Fi, etc. Euh, dans nous, enfin moi ici j'ai presque 30 ans, j'ai constaté aussi une mini-évolution il y a 20 ans, il y a 10 ans et maintenant. C'est-à-dire que l'époque catalogue 3 Suisse, c'est pas encore si loin que ça. Et par contre, on a vu évoluer les VHS, donc les cassettes vidéo. On a vu évoluer les DVD. Et maintenant, tout ce qui est streaming et contenu vidéo. J'oublie rien, je pense, en termes d'évolution. Et c'est clair que même les vidéos, les DVD, les cassettes, il fallait aller les louer. Il fallait se bouger, il fallait aller jusqu'à son vidéoclub et il fallait affronter le regard du propriétaire. C'était pas évident. Et donc là, maintenant, il n'y a plus de barrière finalement. On est chez soi, dans son fauteuil, et on tape quelque chose sur son smartphone et directement, même parfois sans le taper, on accède à ce genre de contenu, en effet. C'est ça. Ce serait quoi les différents types de porno à l'heure actuelle Marion, t'en penses quoi ? Par exemple, déjà, ça permet à tout le monde de pouvoir se retrouver dans la sexualité qu'il apprécie.
Donc, il y a plusieurs types de porno. Par exemple, il faudrait faire la différence entre les vidéos amateurs. Donc ça, c'est des personnes qui se filment entre elles et qui gardent peut-être la vidéo pour elles, mais qui peuvent aussi choisir de le diffuser sur un site porno. Euh, et donc, dans les sites porno, on peut retrouver différentes catégories. Par Mhm. exemple, le gonzo, qui lui est plutôt attribué au terme de... Enfin, ça vient du journalisme à chaud, donc c'est-à-dire les journalistes qui vont sur le terrain interroger les personnes. Donc là, c'est déporté dans le porno. Et donc, c'est des personnes qui décident à chaud de se filmer. Et donc, ça donne l'impression d'être dans le truc et ça permet à tout le monde de pouvoir se dire, ah bah, ça pourrait être moi. Donc ça peut plaire. Le point of view, on le retrouve souvent aussi dans le gonzo, Mhm. c'est-à-dire ce sont des gros plans de scène. Ok, donc c'est, si je comprends bien, le gonzo et le point of view, c'est plus le homemade, le fait Voilà, maison. Il n'y a pas de cadrage d'une équipe de caméramans, un perchiste, trois cadreurs qui vont. C'est pas professionnel en fait. ça donne l'impression que c'est pas professionnel, mais ce sont des acteurs en Ah, général, et ok. donc ils sont rémunérés pour ça. Et il y a des amateurs qui tournent de la même manière, avec les mêmes plans, mais en général ce sont des acteurs. Ouais, c'est ça. Et donc c'est ça qui donne l'illusion en fait. Et le all sex qui se rajoute aussi à ces deux types de porno-là, Mhm. qui sont souvent des situations fantasmagoriques qui sont représentées, par exemple la voisine, le policier ou les pompiers qui viennent sonner à C'est la ça. porte. Et donc, Ici, je me ouais. permets juste une petite chose. Moi, il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de voir un reportage sur le hentai. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler avant qu'on prépare cette émission. Et donc, le hentai, on l'aborde aussi parfois en animation. C'est donc une pornographie un petit peu à la sauce dessin animé japonais, donc manga animé. Euh, Avec ceci comme particularité que les fantasmes qui y sont développés sont très très spéciaux. Donc, euh, les fantasmes du hentai, c'est beaucoup des histoires parfois avec des monstres qui sont représentés, des tentacules, des trucs assez qui nous culturellement peuvent parfois sembler hyper bizarres, mais c'est aussi quelque chose qui est présent sur le porno et on peut se dire mais voilà, comment est-ce que ça peut intéresser, exciter, mais il faut aussi se dire que le porno est culturel et peut-être aussi lié à voilà, où on a évolué, quelles ont été nos images un petit peu Mhm. médiatiques qui nous ont forgés. Donc forcément, une culture où il y a beaucoup de mangas animés, bah forcément, Tout une à fait. culture porno autour de Mhm. ça allait se développer. Enfin voilà, c'est une petite parenthèse sur le hentai. Il y en a pour tous les goûts. Oui. Et il y a aussi, tout à l'heure, on parlait des médias de diffusion. Il faut pas. Enfin, il y a également les cam girls et les e-girls. Il faut Ah oui. faire la différence en fait. Donc il y a les cam girls qui sont des personnes qui pratiquent du sexe par webcam, par exemple des striptease, de la masturbation, en échange de dons ou sur rendez-vous payant en ligne sur leur propre site. Ah, c'est ça. Et on les retrouve donc, comme je disais, principalement sur des sites privés payants. Et les e-girls, ça c'est souvent du streaming, donc c'est gratuit. Et donc ce sont des personnes, filles ou garçons d'ailleurs, ça s'appelle e-girl, mais il y a aussi des e-boys, Mhm. qui en jouant ou en faisant d'autres activités se filment en direct. En général c'est gratuit, mais ils peuvent recevoir des dons des personnes qui regardent le live. C'est ça. Et on a remarqué que plus c'est sexy, plus on a de dons. Et donc, il y a des personnes qui ont sauté sur l'occasion pour peut-être se dévêtir partiellement pour attirer les viewers et C'est ça. créer des vues et des sous. Ici, je me permets juste parce que j'ai préparé la semaine passée une formation sur les jeux vidéo. C'est pas le sujet, mais par contre, j'ai dû m'intéresser à Twitch. Tu connais Twitch? Oui. Tu connais Twitch Mhm. aussi? Donc, qui est une plateforme de streaming de jeux vidéo principalement. Bah, il se trouve que dans les catégories de Twitch, on peut retrouver une catégorie qui s'appelle Just Chatting. Donc, c'est pas spécialement centré sur le jeu vidéo, c'est simplement le fait de discuter. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Bah, des meufs, des filles, pardon, mais qui ont une tenue, voilà, hyper nerdy, hyper sexy, hyper attirante pour, je pense, un jeune public un peu geek, un peu Peut-être même ouais, des cosplays. des cosplays, Ouais. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, et du coup, se joue dans ces lives une espèce d'attirance, enfin voilà, une espèce de, de rabattage d'un public et aussi l'objectif final, c'est quand même de susciter le don. Je pense Mhm. Oui, qu'on est d'accord.
c'est de les faire payer, tout simplement. Les joueurs sont majoritairement des jeunes, voire même maintenant des jeunes adultes aussi. Garçons, encore majoritairement. Donc j'imagine que le choix n'est pas fait par hasard, en effet. Je regardais il n'y a pas longtemps un reportage sur une femme qui avait entamé des camgirls comme ça. Elle avait commencé d'abord par vendre des petits objets à elle, des petites culottes usagées, etc. Et des gars lui demandaient d'acheter éventuellement des poils intimes, des dessous de bras d'abord, puis des poils pubiens, ce genre de choses. Et donc elle envoyait sur des colis par la poste. Elle envoyait ses poils pubiens. Ça commençait comme ça. Mais je pense que avec ce genre de créneau, on s'autorise à faire des demandes qu'on ne s'autorisera pas à faire en temps réel, dans la vie de tous les jours. Et donc là, oui, il y en a qui osent demander des trucs de ce genre. Et puis, de fil en aiguille, elle a commencé à parler, etc., à faire des vidéos d'elle, tout d'abord un peu plus dénudée, et de fil en aiguille à se masturber devant sa webcam. Et elle s'est rendue compte que ça lui apportait beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut savoir qu'en Roumanie, le marché des webcams s'est vraiment développé de manière aussi exponentielle. J'avais entendu parler j'avais vu une émission comme ça, oui, effectivement, ça se développe énormément. Et tu voulais enchaîner ? Ça amène des millions et des millions d'euros, cette entreprise. Et donc, des femmes qui ne trouvent pas d'emploi. Et grâce à ce truc-là, je ne veux pas faire la pub, mais grâce à ce truc-là, elles arrivent à avoir suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins, ce genre de choses, quoi. Le porno comme source de revenus et comme du coup métier, c'est aussi une question qu'on pourrait aborder dans un prochain podcast. Pourquoi pas, bien entendu. Je m'étais dit, ça aurait été top si on avait pu avoir une actrice ou un producteur ou une productrice, enfin voilà, quelqu'un qui était un peu dans la production. Mais enfin voilà, ça viendra avec son temps, j'imagine. Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour les camgirls, camboys, c'est que c'est majoritairement vu par énormément de jeunes. Les jeunes ou des personnes plus timides vont plus facilement aller vers ce genre de choses parce qu'ils ont plus facile de demander des services, etc. Et c'est ça que moi, c'est là où ça m'inquiète parce que je me dis que à l'adolescence, c'est déjà une période où on n'a pas forcément confiance en soi, c'est une période où on n'a pas forcément l'opportunité d'en parler autour de soi. Et donc, le problème, c'est que ces jeunes personnes jouent un jeu de séduction qui n'est pas honnête aux yeux d'un adolescent qui, du coup, pense parfois à tort qu'il est le sujet de l'envie. Qu'il est un peu exclusif aux yeux de la streameuse ou du streamer, alors qu'en fait, c'est de la parce qu'il paye, quoi. C'est de la manipulation, ouais. Et j'avais entendu aussi que maintenant, on pouvait commander les sextoys de la cam girl par... à distance. Oui, c'est donc ça. On a une fille qui commence à se faire un striptease, à se masturber, elle prend son petit sextoy, c'est l'autre personne de l'autre côté en achetant des tokens, la monnaie virtuelle, comme ça, peut commander le sextoy doucement, plus rapidement. C'est ça, 2020. Et donc ça amène quelque chose de nouveau dans le porno, c'est une certaine forme d'interactivité. Quand on regarde un film porno et qu'on se masturbe tout seul dans son fauteuil, c'est différent que d'être en interaction directe avec la personne qui va faire ce qu'on lui demande de faire. Quoiqu'elle a tout à fait le droit de mettre ses limites. Mais il y a vraiment ce jeu d'interaction qui est super intéressant pour les utilisateurs aussi. Oui. Et la créativité n'a pas de limite dans ce domaine. Je me demande vraiment ce qu'on aura à l'avenir par rapport à ça, justement. Sur cette question de l'interactivité. On est actuellement où c'est possible, mais D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on n'a pas forcément parlé de réalité virtuelle quand on a préparé, mais ça me vient à l'esprit que ça aussi, c'est une technologie qui va se développer. Et pour boucler un petit peu la boucle, revenir un petit peu sur l'historique, très rapidement, on se rend compte que le porno a toujours été un peu à l'initiative des nouvelles technologies vidéo. C'est un peu le porno qui a introduit les VHS, donc les cassettes. Pareil avec les DVD et le téléchargement illégal sur Internet. Ça a aussi commencé les DivX, les fameux DivX, donc DVD pirates. Le porno a forcément été prépondérant là-dedans. Et maintenant, au niveau de la VR, un des secteurs qui investit beaucoup au niveau de la VR, c'est le porno. Donc on a des caméras 360, donc on a, je sais pas, 50 ou 60 GoPro, je sais pas, il faudrait vérifier, qui filment toute la scène, et donc à la place de l'homme qui recevrait une prestation. On va te mettre une combinaison avec des capteurs qui permettront de ressentir les sensations. C'est l'avenir, Manu, c'est l'avenir. En 4D.
Mais il y a beaucoup de films de science-fiction, l'air de rien, qui ont déjà abordé ça, hein. Je me souviens d'un film de science-fiction avec c'était qui, Bruce Willis à l'époque. Oui. Ils avaient un casque de réalité virtuelle et ils vivaient leurs relations sexuelles comme ça, assis sur leur chaise. C'est ça. C'est- Oui, c'est interpellant. On a beaucoup parlé du porno, hentai, etc., qui sont des types de porno un peu particuliers. Mais il y a aussi Particulier, ouais. beaucoup de porno aujourd'hui plus revendicateurs, plus féministes, plus trans, plus C'est vrai, ouais. homosexuels aussi, des pornos qui revendiquent d'autres codes que les codes de domination homme-femme qui sont véhiculés dans les pornos un peu basiques, j'aurais envie de Oui. dire. Et donc ça, il faut le souligner aussi, hein, et c'est très très important de faire véhiculer d'autres codes moins binaires, moins hétérocentrés. C'est sûr. Ça existe, donc c'est important pour moi de... Oui, c'est vrai. Le porno de personnes transgenres aussi, Mhm. hein, ça apparaît beaucoup. C'est Autrement, oui. ouais. C'est bien que, comme tu dis, d'autres catégories puissent être un petit peu représentées. Maintenant, je me fais un petit peu l'avocat encore du diable. Il y a aussi des stéréotypes dans ces pornos-là. Mais ça commence toujours de la même manière. Ça commence de manière très hétérocentrée, très binaire, etc. Et puis, il y a une évolution et les militants font en sorte que le porno évolue. Dans les premiers pornos gays, bah, c'était aussi des clichés vraiment sadomaso, dominant-dominé. Je ne dis pas que ça n'existe pas, tout Mhm. type de pratique est possible, mais il n'y avait que ça. Maintenant, on voit aussi beaucoup de sensualité et tout dans les pornos gays, même entre mecs, hein. La sensualité entre mecs, ça existe aussi, Ça et donc existe. c'est présent. Dans les pornos trans, c'est pareil, où ils étaient plutôt considérés comme des bêtes de foire, à la limite, c'est où ça. c'était toujours une personne cisgenre qui avait une relation avec une femme trans, qui était dominée, etc. Mais maintenant, c'est plus du tout comme ça que ça se passe. Mhm. Les personnes trans et les assos qui travaillent avec ce type de personnes essayent aussi de créer d'autres types de porno où les relations de domination sont différentes. Il y a plus de partage, plus de respect, etc. C'est ça. Et aussi au niveau de la femme, quand on est dans le cas, c'est de ne pas systématiquement centrer la vidéo sur la femme en tant que femme-objet. Et ça Mhm. aussi, ça évolue, où Oui. maintenant on voit plus parfois des choses plus équilibrées Tout à peut-être. fait. Ouais. Où la femme peut aussi par moment dominer, ça Ouais, arrive c'est aussi ça. bien entendu. Où il y a plus de sensualité, tout ce qui est aspect préliminaire, caresse, etc. prend une plus grande dimension. Mhm. Et on n'est pas centré que sur la pénétration, par exemple. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on répétera jamais assez en animation. Le sexe, c'est pas que la pénétration. Et avec ça, Il y a tout ce qu'il y a autour. Ouais. Ouais. il y a tellement de choses à dire, quoi. Mhm. Et des catégories sur les sites, on peut en citer des Oui. centaines et des centaines, hein. Est-ce qu'il y a un élément peut-être particulier que vous auriez eu envie aussi de préciser par rapport à ces types-là? Moi, c'était plus par rapport aux jeunes, la confrontation à la réalité. Donc, Mhm. les images qu'ils vont voir Ouais. dans le porno, est-ce qu'ils vont les reporter dans la réalité ou est-ce qu'ils vont avoir conscience que c'est un film et que ça, on en parlera tout à l'heure dans la Mhm. partie Evras. Par rapport à ce que dit la loi sur le porno, on ne va pas rentrer dans les détails trop juridiques parce que c'est aussi beaucoup du jargon, ce genre de choses. Il faut savoir simplement une chose. Si on s'intéresse sur la problématique des nudes, donc les nudes, c'est des photos que les jeunes, que tout le monde peut faire. J'ai dit jeunes. Voilà, Oui. on a l'habitude avec des Il jeunes. n'y a pas que les jeunes, hein, Ouais. soyons clairs. Dans les nudes, non, je ne pense pas. Et donc, de faire une photo de soi dénudée, à moitié dénudée, il faut savoir que quand un adolescent, un mineur d'âge, se prend en photo et l'envoie à quelqu'un d'autre, cette photo peut être considérée comme du matériel pédopornographique. C'est très important, je trouve, de le dire, parce que ça peut aussi renvoyer dans la tête des jeunes quand même l'intérêt que c'est pas du contenu qui est anodin. Il y a des photos qui ont fuité dans certaines écoles, ça a tourné, ça a été partagé. Évidemment, les personnes concernées, soit ont eu une réputation carrément catastrophique après ça, soit ont dû changer d'école, soit pire, en sont venus au suicide, ou à faire une tentative parce que c'était tellement devenu source de problèmes, d'insultes, de menaces, etc. Et donc, c'est du contenu beaucoup trop touchy pour qu'on puisse ne pas considérer ça. Et donc, je trouve que de dire que les juges peuvent estimer que c'est du contenu pédopornographique, c'est très important. Peu importe l'âge, oui, Peu de importe la l'âge. détention. Si on est mineur et qu'on détient les informations, on peut avoir... Être dans ce condamné cas-là. pour ça. Voilà. Oui. C'est ça. Donc, voilà.
on rappelle un petit peu ça, et aussi, petit accessoirement, que tout ce que vous mettez sur les applications, tout ce qui est sur Internet, il reste. Et ça aussi, c'est pas dans la loi, mais il faut y faire attention aussi. Oui, et il y avait aussi, si vous êtes confronté à du contenu pédopornographique, vous pouvez aller sur le site Stop Child Porno ou Porn. Stopchildporn.be, c'est ça? Et c'est le Child Focus, je pense, Ouais. qui a créé ça. Et donc, on peut copier les liens et envoyer les fichiers pour que les personnes soient protégées. Et je pense que c'est anonyme, il me semble. Oui. Ça, Très c'est- important. Ça, c'est pas mal, ça. Donc ça aussi, Child Focus travaille beaucoup autour de la thématique de la cybercriminalité, et pédopornographie. Donc voilà, ça peut être un très bon centre de ressources. Ce que dit la loi par rapport à la responsabilité qu'ont les parents vis-à-vis de leurs enfants, eh bien, chers parents, je vous rappelle que vous êtes normalement tenus d'élaborer des contrôles parentaux sur tous les dispositifs écran, Internet qui sont chez vous. Donc, les sites porno normalement devraient être inaccessibles, donc filtrés, bloqués. Voilà, normalement, d'un point de vue de la loi, on ne doit pas laisser ses enfants consulter du porno. Il est évident que dans la réalité, je pense que très très peu de parents... Sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 derrière leurs enfants Oui. à voir ce qu'ils font. Et je pense qu'on peut le reporter à nous-mêmes. On a tous déjà été voir, même si on savait qu'on ne pouvait Évidemment. pas quand on était Évidemment. petit. Évidemment, et c'est humain et très adolescent de vouloir enfreindre les limites. Et donc, voilà, c'est interdit, c'est interdit moins de 18 ans. Bah go, on va voir. Oui, peut-être que... D'où le lien avec le sujet suivant, qui est en effet les enfants et les ados exposés au porno. Hein. Donc il faut savoir qu'en moyenne, un enfant va voir ses premières images porno vers 10-11 ans. Mhm. Parce que de nos jours, en effet, il n'est pas rare qu'un enfant de 10 ans ait sa propre tablette, voire son propre smartphone. Ils sont de plus en plus connectés, ils surfent sur des sites de téléchargement gratuits pour avoir de la musique, des dessins animés, des films, et puis d'un coup, ils se retrouvent avec une fenêtre pop-up là, qui apparaît, dans laquelle je vous laisse imaginer. 72% des premières expositions à des contenus porno se font de manière accidentelle. D'où l'importance, comme tu l'as signalé Arnaud, c'est de ne pas laisser trop vos enfants seuls sur Internet ou du moins de les prévenir que des images qu'ils n'ont pas demandées peuvent s'afficher d'un coup. Des images avec lesquelles ils seront peut-être pas toujours à l'aise, des images dans lesquelles il y a de la violence, des images avec des nudes, des scènes sexuelles, et que si ça leur arrive, eh bien, il ne faut pas hésiter à en parler avec vous. Mhm. Alors, il faut bien faire la différence aussi avec les enfants exposés au porno et les ados, parce qu'ils ne sont pas du tout au même stade de leur développement psychosexuel. Mhm. Un enfant qui tombe par inadvertance, il pourrait ressentir un choc de la compréhension, se sentir déstabilisé. Donc, quelle va être sa réaction? Il va avoir besoin de comprendre ce qu'il a vu pour l'intégrer à son appareil psychique. Il va vouloir revoir le contenu. Il arrive aussi qu'il essaye de rejouer la scène avec d'autres enfants, mais il peut aussi venir vous en parler, vous poser des questions. En fait, l'enjeu pour l'enfant, c'est juste que le contenu fasse sens pour lui. C'est ça. Et là, du coup, comment réagir face à ça en tant que parent? Alors, s'il vient vous le dire ou vous poser des questions, l'important, c'est vraiment d'être attentif à cet enfant. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Si vous êtes en colère et que vous lui criez dessus, il ne va pas comprendre. Si vous êtes mal à l'aise et que vous fouillez la question en le renvoyant dans sa chambre, il va chercher à avoir des réponses par lui-même. En revisionnant la scène, en tapotant ses questions sur un moteur de recherche qui risque de l'amener vers d'autres contenus porno. Et si vous le surprenez en train d'essayer de rejouer la scène, rappelez-vous qu'il cherche juste à ce qu'il a vu fasse sens pour lui. À comprendre. Donc son désir, il n'est pas sexuel, hein, il joue à faire semblant. Un petit peu comme un enfant peut le faire face à plein de choses qu'il a observées. Donc intervenir en criant et les traiter de pervers, ça risque de les perturber plus qu'autre chose. Mhm. C'est ça. Voilà, donc si vous surprenez deux jeunes comme ça en train de rejouer une scène, deux enfants, il est préférable d'interrompre leur jeu, mais calmement, en prenant le temps de parler avec eux. Hein. C'est ça. La position de l'adulte a toute son importance. Pouvoir répondre calmement, sans malaise, répondre juste à ses questions, sans extrapoler et donner trop de détails. Voilà. Parce que parfois, il y a des enfants qui posent juste une question du style comment on fait les bébés, et il y a des parents qui ont besoin de tout expliquer dans les moindres détails. Parfois, il n'a pas besoin de tous ces détails. Hein, Et ça, c'est important, donc, de donner l'information que l'enfant demande et pas aller trop loin en fonction des stades. Et ouais, nous, on entend souvent des parents qui vont, comme tu le dis, un peu trop loin, qui trop dans les détails ou qui vont parler de leur propre sexualité. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y a des tas de choses qu'il ne faut pas faire quand même. Ce qui est important, c'est, nous, adultes, on a tendance à voir la sexualité partout.
Et donc, 2 enfants qui jouent à recopier, on voit de la sexualité. Ouais. Pour eux, c'est pas de la sexualité. Pour parler, alors j'ai bien conscience que c'est pas toujours évident de trouver les mots, etc., d'oser parler de sexualité à son enfant. Ben, on peut tout d'abord leur expliquer simplement le corps, les émotions se développent en grandissant. On devient d'abord amoureux, puis on ressent envie de se faire des bisous, puis d'autres choses, et que c'est important d'attendre d'en avoir envie pour le faire. Et pour la pornographie, ce qui est important, comme Marion le disait, c'est vraiment de leur expliquer que les images ne reflètent pas la réalité, que c'est transformé. J'imagine que vous avez déjà fait des animations en primaire et qu'en primaire, vous avez déjà eu des élèves de 6e, filles ou garçons, qui vous posent des questions type autour de la puberté, Ouais. autour du porno. Oui. Tout à fait. On pourra peut-être donner des exemples tout à l'heure. Ouais. C'est notamment un qui me vient en tête maintenant, je l'ai encore eu il y a 2 jours, c'est « Monsieur, pourquoi les femmes crient ?» Oui, pourquoi les femmes ont mal quand on fait l'amour et Voilà. pas les hommes C'est ça. Ce que j'ai déjà eu en secondaire aussi, c'est des ados qui avaient commencé déjà à avoir des relations sexuelles et qui me disaient « Madame, moi, j'y arrive pas, je sais pas faire ça convenablement, elle crie pas. Je ne m'y prends pas bien, elle ne crie pas. » Et donc, justement, on vient d'évoquer la question vis-à-vis des enfants. La question vis-à-vis des ados est un petit peu différente quand même. Il y a une meilleure communication qu'on peut avoir, j'imagine. Oui, et puis donc, comme je le disais, ils ne sont pas au même stade de leur développement. Hein. L'enfant va essayer de comprendre ce qu'il voit, via le mimétisme, reproduire certaines choses. L'ado, lui, il est en pleine construction de son identité psychosexuelle, et donc il va avoir besoin de se confronter au regard des autres, besoin de tester la relation à son corps, à l'autre, au concept d'intimité. Alors, comment ça se passe ? On peut tester ça à travers une tenue, un comportement, une attitude. Par exemple, à mon époque, je testais un petit peu comment j'allais m'habiller pour aller à l'école. Je me testais la jupe courte. En fonction des réactions, je me disais, bon, là, ça fait peut-être un peu trop, c'est peut-être trop aguicheur. Demain, je le mettrai autrement. Et c'est comme ça qu'on apprend à tester un petit peu ça. Et c'est erreur, oui. Au niveau de l'intimité, c'est pareil. Hein, quand on se retrouve dans une relation intime pour la première fois, on va se montrer d'une certaine manière, on va chercher à adopter tel comportement et on voit en fonction de la relation de l'autre si c'est accepté ou pas. Hein, on cherche une confirmation, une approbation de l'autre, en fait. Alors, si c'est confirmé par l'autre, là, c'est bon. Ça veut dire que je peux m'habiller ainsi, que je peux me comporter de cette manière. Et donc, du coup, ça fonde ma relation à moi-même, à la notion d'intimité, etc. Par contre, si c'est validé, quand ça se passait dans le cadre privé, hein, ou quand j'allais à l'école, etc., ça allait encore. Je me disais, bon, OK, on m'a fait une petite remarque, mais je la digère, quoi. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'avec les nouvelles technologies, ça peut être diffusé. Oui, et donc, ça sort de l'école. Bien sûr. Donc, je peux envoyer une photo de moi dénudée à mon partenaire, ce qu'on déconseille de faire quand même aux jeunes. Hein. Et puis, c'est, comme vous le disiez tantôt, diffusé sur les réseaux. Ça peut être partagé. Dans l'école, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc là, ça prend une sphère, une dimension tout à fait différente. Quoi. Et où la démarche de base est la même, de vouloir confronter son corps d'adolescent et son corps tout simplement aux autres. Il y a 30 ans, on le faisait en live. En live. On le faisait dans la cour auprès de des pairs. Et maintenant, on le fait sur Internet avec les conséquences que ça a. Et je me souviens, même il y a 10 ans, au début de Facebook, on ne parlait pas encore de toutes ces questions de vie privée, de risque de harcèlement, etc. Et je me souviens d'avoir quand même vu passer des choses sur les fils d'actu, dans les photos publiques. Quand même, des photos, je me disais, ouais, peut-être celle-là, je ne l'aurais pas mise quand même. Ça n'a peut-être pas sa place ici. Voilà. Heureusement, je pense qu'on a quand même... Enfin, le message commence à passer, j'ai l'impression. Oui. Faites gaffe avec ce que vous prenez en photo et ce que vous publiez. Les animateurs de planning, les éducateurs dans les écoles, les maisons de jeunes ou les directions d'école prennent des dispositions aussi par rapport à ça. Je sais qu'il y a plusieurs directions d'école qui ont mis ça dans le règlement d'ordre intérieur aujourd'hui en interdisant de diffuser comme ça des photos ou des vidéos plus à caractère sexuel parce que sinon ils risquaient 1-2 jours de renvoi, etc. Donc oui, ça amène plus de vigilance par rapport à ça. Oui, et tu me fais penser à une chose, beaucoup de jeunes aussi qui ont le contenu à l'école même sur leur smartphone et qui se le montrent à eux, et parfois qui veulent nous le montrer en animation. Ça m'arrive tout le temps en animation. Ils veulent me montrer ce dont ils me parlent. Alors. Oui, et pas toujours les trucs les plus soft, des histoires, bref. Pour se construire, l'adolescent va avoir besoin de se confronter à des limites. La limite, jusqu'où elle va, en termes de sexualité et autres, on teste les choses les plus hard et on voit si c'est confirmé ou pas par les autres. Alors, les sextings sont intéressants en soi. Par exemple, ils permettent de tester notre capacité de séduction, de canaliser une pulsion, de nourrir des fantasmes.
Mais d'un autre côté, quand c'est trop et que c'est diffusé sur la toile, ça peut créer d'autres choses beaucoup plus graves, des blocages, Un plus manque tard de dans la vie confiance, sexuelle oui, aussi, un manque de aux confiance. autres et en soi, parce qu'on se dit qu'on nous a trahis. On discutait ou on a envoyé des photos à quelqu'un et cette personne a diffusé ça, Et par donc, vengeance ou autre. on en vient parfois avec des gens qui se trouvent adultes et n'arrivent plus à avoir confiance dans leur partenaire ou ont une culpabilité et qui portent pendant des années comme ça. Et avec parfois des blocages sexuels vraiment importants aussi. Hein, donc, Ouais. Ouais, et cette notion de sexting, donc le sexting, c'est le fait de se chauffer par SMS, par message, c'est lié au message, c'est ça? C'est pas forcément les photos ou... Oui, ça peut être par message ou par photo, mais on teste ces jeux de séduction de cette manière-là, quoi. Donc si ça va trop loin, je sens Claude va... Maintenant c'est diffusé dans la cour de récré et que tout le monde se moque de moi, je me dis ok, là j'ai peut-être été un peu loin dans les propos que j'employais ou dans les photos que j'ai montrées. C'est ça. Et ça aussi, on le rappelle énormément, c'est la question de la confiance, la question de cette confiance qu'on a dans le couple. C'est hyper important. Et quand on envoie du contenu aussi, j'ai utilisé le mot touchy, donc délicat, je crois qu'on doit avoir une confiance qui est à 1000% envers l'autre. Et même ça, parfois, c'est pas suffisant. Donc, ouais, c'est assez délicat, je trouve, cette notion. On a envie de l'interdire. Et en même temps, ça reste humain comme comportement. Bien sûr, et c'est important aussi qu'ils puissent se confronter à ça. Et ces nouvelles technologies font partie de notre réalité à tous. On ne peut pas les effacer, les supprimer. Elles sont là, il faut faire avec. D'où l'importance de l'Evras. Pour, tout d'abord pour en parler. Ça paraît simpliste, mais c'est super important pour des jeunes de pouvoir mettre des mots sur ces images qu'ils ont vues sur Internet quand on teste des choses ou par rapport aux films porno ou quoi. Oui. Donc, je pense que quand ils viennent en animation avec leurs petites vidéos, regardez, c'est vrai, ça existe, on peut faire ça. Oui, ne leur faites pas fermer leur GSM, regardez avec eux, discutez avec eux de ce qui se passe. De ce qu'ils voient, de ce qu'ils comprennent, de ce qu'ils voient. Et aidez-les à réfléchir, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est la réalité, vous? Est-ce que vous feriez ça? L'avantage avec ce genre de contenu très trash, c'est que c'est pas trop difficile à déconstruire. Enfin, voilà. Ils comprennent assez souvent le côté, je pense, où que c'est un peu pour le clic. Parce que pour l'argent, parce que ça fait du buzz, comme on dit, comme on disait il y a 10 ans. Mais c'est clairement ça, c'est-à-dire que c'est finalement encore que les trucs populaires qui tournent et les trucs les plus trash. Et comme tu dis, ça aussi, ça fixe un peu une sorte de balise dans la sexualité. Et du coup, eux se construisent avant ça, après ça, essayent de déterminer ce qui est normal ou pas. Oui, par rapport à ces choses trash, mais aussi par rapport à tout le reste. On a parlé beaucoup des stéréotypes aussi tantôt qui sont véhiculés. Il y en a énormément dans la pornographie. La violence, la notion de performance. Il dure des heures. Vous regardez un film porno, la pénétration, elle dure 1 heure parfois. Et donc moi, en tant que sexologue, je me retrouve avec des gens qui viennent en me disant « Madame, je pense que je suis éjaculateur précoce parce que après 10 minutes, moi, ça vient. » Oui, c'est normal, monsieur. Et rappelez-moi la durée moyenne d'un rapport sexuel, on est sur... justement, 5-10 minutes, ça paraît tout à fait logique. C'est ça. Ça dépend à quel rythme on y va, si on fait des pauses ou pas. Mais bon, si on ne fait pas de pause, oui, après 10 minutes, ça me paraît être un temps suffisant, quoi. Bien sûr. Et puis, il y a des différents moments aussi dans la sexualité. Il y a des moments où on va peut-être prendre plus le temps. Il y a des moments où on va plus être vachement plus rapide. C'est aussi une question de moments, d'instants. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ça se passe toujours de la même manière dans le film porno. Toujours. Avec toujours le même code de domination, la pénétration qui dure très longtemps. Avec X pratiques avant. Oui. Les sexes énormes. Les vulves, toutes les mêmes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, tout épilé. Tout épilé, vraiment très standardisé. 2 lèvres identiques. Il n'y a pas une lèvre plus... Alors que franchement, dans la réalité, il y a souvent une lèvre plus grande que l'autre, par exemple. Et donc, épilé, tu le soulevais, Marion, c'est incroyable comme aux yeux des jeunes ados garçons, une fille qui ne le serait pas, ça leur semble tellement pas normal. Ils disent dégueulasse. Oui. Alors que je dis, mais les gars, on a tous des poils. C'est la nature, quoi. Et vous les raserez, ils reviendront. Donc c'est ça que par rapport au corps et à la pilosité, voilà, le porno, c'est non, il faut être rasé, il faut être épilé. Encore que ça a évolué, parce que le porno des années 90 était peut-être un peu... Il y avait peut-être... Années 80, il y avait peut-être un peu plus cette liberté au niveau du corps. Voilà, il faudrait peut-être reconfirmer, mais
ça reste stéréotypé. Au niveau de la taille du pénis, comme tu le disais, la taille moyenne, on est plutôt autour de 13-14 cm en érection. Il faut savoir que les acteurs porno sont choisis parce qu'ils sont au-dessus de cette moyenne, entre autres. On ne leur demande pas d'avoir fait les arts dramatiques, simplement d'en avoir une grosse. Oui. J'aurais envie de souligner le genre de questions qu'on peut avoir par rapport à ça. Moi, j'ai déjà eu des gars qui arrivent, soit en animation, ou même en consultation sexologique, en me disant, moi je trouve que mon sexe n'a pas une taille normale. Donc, j'ai été voir sur Internet et j'ai trouvé, j'ai lu la base de plantes qui permettent de faire grandir mon sexe, etc. Mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Alors, j'ai beau le dire, la taille moyenne, c'est ça, etc. Ça ne le rassure pas. Et il essaye quand même, etc. Donc, qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça ? Je vais avec lui voir sur le site Internet sur lequel il a été voir. Je tape la plante en fonction, sur un autre moteur de recherche, la composition de ce médicament, de ces plantes, et je lui démontre alors que ces plantes ne peuvent pas avoir un effet sur la taille de son sexe. Je lui explique comment ça fonctionne. Mais vous imaginez jusqu'où je dois aller. Jusqu'où on doit aller dans la déconstruction du truc. Ouais. Idem pour les jeunes filles, parce qu'on parle beaucoup des garçons, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, avec leur vagin, leur vulve, et qui me disent, et même des femmes adultes, moi je veux faire une vaginoplastie. Oui, mon vagin est trop large. C'est moi pas aussi en animation. En deuxième secondaire, pas des dames qui me disaient que leur vagin était trop large, mais qui m'expliquaient qu'il y avait des garçons dans la classe qui disaient qu'ils préféraient, quand ce sera leur tour de faire l'amour, d'avoir des relations sexuelles avec des femmes vierges ou ayant un vagin étroit. Donc il y a des filles qui vont jusqu'à reconstruire leur hymen pour qu'elles soient vierges à la première relation. Ouais. Ça dépend un petit peu des cultures aussi, mais à s'assécher le vagin aussi parfois pour que ce soit plus sec. Mais oui, parce qu'il y a plus de sensations et ce genre de choses. On a déjà eu en consultation médicale. Je vais peut-être très loin, tu verras ce que Non, vas-y, moi je suis très client de ce genre d'histoire. Donc, on a déjà eu en consultation médicale une dame qui s'introduisait du gingembre dans le vagin parce que ça asséchait le vagin, sauf qu'elle n'arrivait plus à l'enlever, que la gynéco a dû... Dans quel but, du coup rendre son vagin plus sec, et donc plus de sensations pour le compagnon qui, lui, avait besoin d'un vagin plus sec. Là aussi, c'est différent. Il y en a qui préfèrent plus d'humidité, il y en a qui préfèrent... Mais le nombre de personnes qui essayent de s'adapter à ce qu'ils croient est de la norme, alors qu'en fait, la norme, c'est quoi ? Elle se définit avec le partenaire, avec la partenaire. Dans la communication, dans le couple, dire ce qu'on aime moins. Maintenant, c'est difficile de le dire parfois aussi. Est-ce qu'on peut parler de normes dans la sexualité ? Mais non, justement, c'est ça le truc, c'est celle qu'on va construire ensemble, avec l'autre, mais aussi dans le respect de soi. C'est-à-dire que, moi, personnellement, j'aurais pas envie d'essayer de m'introduire du... non, ça appartient à n'importe qui. Mais j'aurais pas envie d'avoir quelque chose qui pique à l'intérieur de mon vagin, tout ça pour satisfaire mon partenaire. À un moment donné, le respect de moi est important aussi. Et peut-être te mettre en danger aussi. D'un point de vue santé, je pense pas que ce soit très... Ça, je sais pas. Maintenant, je me dis que si c'est sec, il y a peut-être plus de frottement, il y a peut-être, plus de risque de me blesser. Oui, donc d'affection. Et donc de ne pas avoir de plaisir. Et si j'ai pas de plaisir, j'aurais peut-être pas envie de le refaire. J'ai eu, dans le même style, au planning, il n'y a pas longtemps, une personne, c'était de l'ail qu'elle avait placé dans le vagin. Mais je pense que la propriété était plus antibactérienne que au niveau de ses là encore, notre flore bactérienne au niveau du vagin est super importante. Elle nous protège. Oui, c'est important de le dire, tout à fait. Et donc, si on se lave trop, si on met de l'ail, on n'a plus de flore vaginale et on chope plus facilement des infections, ce genre de choses. C'est contre-productif, en effet. À 100%. Mais c'est vrai, les représentations de la sexualité et en regard de ce qui est produit dans le porno, ça donne parfois des gens qui ont des représentations hyper tronquées, particulières. Qu'est-ce que toi, tu as en animation, Marion, que tu relèverais dans les stéréotypes de ce genre de choses dont on parle ? Est-ce qu'il y a des questions, des trucs qui te choquent ? C'est surtout par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure, de ce qu'ils voient. Et est-ce que c'est normal, en fait, de faire ça ? Ils le rapportent à la réalité. Mais ça me rassure aussi d'un certain côté parce qu'ils se posent la question. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un travail qui se fait en regardant la vidéo où ils vont se dire est-ce que c'est normal ce que je suis en train de voir ou pas ? C'est pas forcément acquis pour eux, quoi. C'est questionnant quand même. D'où l'importance de l'Evras. Parce que les questions, ils ne peuvent pas les poser n'importe où. Parfois, ils essayent de l'aborder en famille. Encore, on n'a pas toujours envie de parler de ça avec ses parents.
Et parfois, il y a des portes qui se ferment aussi. L'avantage des animations en planning familial, c'est que c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas, et qui vont pouvoir poser toutes ces questions-là. Et donc, ça facilite aussi ce genre de questionnement. Et nous, on va y répondre. Ça qui est important aussi. Tout à fait, sans tabou. Et il y avait tout à l'heure, on parlait de reproduire ce qu'on voit dans le porno et on parlait des infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi beaucoup de films où on ne voit pas de protection de préservatif. Tu fais bien de le dire. J'ai vu une stat passer il y a déjà quelques années. Je crois que c'était même pas 10% des pornos sont des safe, protégés. Quoi. C'est vraiment peu. Et ça, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas un peu plus pris justement le pli de la sécurité, mais je veux dire même en termes d'image, ça leur ferait peut-être une meilleure image. L'objectif premier, c'est de vendre. Oui, donc, je resterai. Ce qui est le plus pour vendre, il faut exciter. Pour exciter, le préservatif n'est pas toujours excitant, soyons clairs. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas avoir des relations sexuelles avec des préservatifs non plus parce qu'ils ont moins de sensations, etc. Donc on peut comprendre. En effet, pourquoi. Maintenant, rien n'empêcherait d'introduire en plus des petits messages de prévention aussi. Quoi. Oui, c'est leur outil de travail. Donc Mais c'est ça, et j'avais vu, c'est vraiment la jungle dans le secteur, donc tu as des boîtes de prod qui vont être très attentives aux acteurs, aux actrices, à les faire tester avant de les faire jouer, etc. Ils vont être hyper pro. À l'inverse, il y a des boîtes de prod, ils font ça à l'arrache. La protection, ils ne savent pas ce que c'est. Contraception, même pas sûr que ce soit forcément envisagé. Donc, et alors, il y a eu des scandales d'actrices qui ont attrapé le sida, etc. Donc, c'est aussi la réalité du porno. C'est des gens qui se refilent des saloperies, finalement, en vidéo, quoi. Faut le dire aussi. Oui, et souvent, dans certains milieux, même beaucoup, je pense aux États-Unis, le porno, c'est de l'argent facile, parce que c'est avec notre propre corps. On n'a pas besoin forcément d'être doué, vu qu'on l'a vu, il y a plein de catégories, donc on peut rentrer dans toutes les cases. Et donc c'est plus facile d'accès, et il y a souvent des personnes qui sont dans la toxicomanie et donc qui ont accès plus facilement à l'argent grâce à ça, et donc qui sombrent. Il y a aussi une face sombre au porno. Oui, c'est ça, c'est une source de revenus facile, donc ça peut, comme tu dis, les personnes toxicomanes, ça peut remplir une certaine fonction. Moi, je voulais revenir un petit peu sur l'EVRAS et l'importance de l'EVRAS. Oui, bien sûr. Et après, je pense qu'il serait bien aussi de parler des points positifs et négatifs, parce que tout n'est pas acheté non plus. Tout n'est pas acheté. Donc, on parlait beaucoup des sexes, etc., de savoir si on est normal ou pas. Il faut savoir que dans les animations qu'on fait, on essaye, nous, de montrer des photos, des schémas qui sont réalistes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours de sciences en secondaire, mais moi, je voyais l'appareil reproducteur où on montrait en tant que femme un utérus avec les ovaires, etc. Je n'avais jamais vu un schéma de vulve. Je ne savais pas ce qu'était le clitoris, en tout cas pas à travers mes cours, je l'ai appris toute seule. Aujourd'hui, quand on fait des animations, on montre des schémas réalistes, avec des lèvres, avec le vagin, avec le clitoris, etc., en expliquant qu'il peut avoir des lèvres de tailles différentes, etc. Et en montrant plein de dessins de schémas de vulves différentes. Idem par rapport au pénis. Plein de tailles différentes, plein d'aspects différents, pour les rassurer aussi, parce que s'ils ne sont confrontés qu'à des images porno, alors ils vont toujours avoir l'impression qu'ils ne sont pas normaux. Comme on l'a dit tantôt, il n'y a pas vraiment de normalité dans le domaine. Et par rapport aux hymens aussi, non ? Oui, aussi, tout à fait. Donc il y a différentes formes d'hymen, qu'on n'a pas tous un hymen complet, qu'on ne saigne pas tous lors de la première relation, par pénétration, s'il y a pénétration. Donc ça, c'est vraiment important. On parle aussi beaucoup de tout ce qui est désir, plaisir, consentement, apprendre à dire non. Oui, et ça démarre déjà bien avant les secondaires. À la naissance, mais oui, jusqu'à 3. Dès qu'on a accès au langage non verbal et qu'on peut pousser, dire non, etc. Donc, je pense que si on le pourrait, on ferait des animations EVRAS dès la maternelle. Peut-être qu'il faut encore... l'EVRAS à l'école, c'est encore du travail, quoi. Oui, et c'est vrai que dans le projet de généralisation politique de l'EVRAS, on parle beaucoup des écoles et des agents qui sont présents dans les écoles, c'est-à-dire les différents professeurs, les éducateurs, etc., les PMS. Et je pense qu'ils font du chouette boulot et qu'il faut aussi le souligner. Mais je rappelle que le planning a vraiment une particularité en tant qu'agent extérieur à l'école et que c'est vraiment important pour les jeunes de pouvoir parler avec des gens qui ne connaissent pas et qui ne voient pas tous les jours. Ils ne se livrent pas du tout de la même manière. Et puis, alors, il ne faut pas oublier aussi l'expertise qu'on a à travers toutes les consultations qu'on met en place en planning. On est quand même expert pour tout ce qui est contraception, dépistage IST, avortement.
sexualité. Sexualité, les rapports je pense, pour retrouver un équilibre dans son couple, je pense que... Et c'est vraiment notre boulot de parler de sexualité. Donc c'est vrai qu'on est aussi beaucoup plus à l'aise que la moyenne, je pense, voilà, d'aborder ces questions-là. C'est notre business. Enfin, c'est notre business, c'est un mot un peu américanisé, mais c'est notre travail, c'est notre expertise. Et clairement, que ce soit en animation ou en consultation individuelle au planning, on est là pour y réfléchir avec vous. Alors, un élément aussi super important dans le travail de planning, c'est que quand on parle de généralisation de l'EVRAS, on parle de généralisation auprès des jeunes. Et je pense qu'il y a aussi un réel travail d'éducation parentale à faire. Comment parler de sexualité avec mes enfants. Les parents, ils ont plutôt tendance à voir leurs enfants comme des anges asexués et asexuels. Ils n'ont pas de sexualité, il ne se passe rien, etc. Or, comme on l'a vu, les enfants regardent du porno, on ne sait rien faire, ils seront exposés à ce genre d'images à un moment donné. D'où la question, c'est comment en parler avec eux. Et nous, en tant qu'acteurs de terrain, on peut aborder ça avec les parents. Donc, si on fait un travail juste avec les enfants et que les parents derrière rentrent dans la chambre de leurs enfants et commencent à les traiter de pervers, on aura fait tout ça pour rien aussi. Donc, c'est un tout. C'est un tout, c'est un travail qui se fait à plusieurs niveaux. Peut-être pour un petit peu résumer le sujet, parce que bon, on a l'air de rien comme ça, mais c'est vrai qu'on a un peu l'air de déconstruire la pornographie. On peut quand même dire qu'il y a des choses relativement positives. D'après vous, quels seraient les points positifs et négatifs de la pornographie à l'heure actuelle ? Pour commencer par une note positive, c'est bon pour le couple, dans le sens où on peut essayer de trouver des choses qu'on aime auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Donc on peut découvrir des choses, ça peut renforcer le couple, ça va donc donner des idées et ça peut également permettre de donner des complexes, donc ça c'est négatif, mais aussi d'en enlever. Dans le sens où on voit des choses auxquelles on aurait pensé et on n'osait jamais le dire ni le faire. Et là on voit qu'il y a d'autres personnes qui le font. Donc, et là on se dit, en fait je suis normal. Ouais. Oui. En fait c'est possible. Si mon partenaire accepte et que je suis bien avec ça, c'est possible, ou ma partenaire. Et donc, dans les points négatifs, ça peut être il peut y avoir des addictions au porno, c'est-à-dire ne plus réussir à sortir de cette virtualité dans l'acte réel, quand on est confronté à la réalité. Donc, par exemple, peut-être ne plus avoir d'érection face à une femme ou un homme. Enfin, oui. Dans, quelle que soit la situation... Qu'on soit addict au porno, on peut se retrouver face à une impuissance. Ouais, des fausses croyances aussi, parce que justement, dans ce qu'on va voir, on va peut-être croire que c'est la réalité. Et les titres aussi, on n'a pas parlé de ça, mais les titres des pornos sont... On pourrait faire une analyse intéressante. C'est vrai qu'on aurait pu faire un petit florilège de titres assez marrants. Ce qu'on voit surtout beaucoup pour le moment, parce que donc, pour préparer ce podcast, j'ai été voir donc, sur les sites, et j'ai vu que c'est apparemment la mode des... frères, sœurs, mères, beaux-pères. Relations incestueuses. Voilà, alors que c'est interdit par la loi dans, je pense, la plupart des pays. Oui, et là aussi, qui croit vraiment que c'est des vrais frères et sœurs ? Enfin, je me dis... Moi, ça m'a toujours... j'ai déjà eu des questions sur... j'ai vu ça, il le faisait avec sa sœur ou avec sa mère. Est-ce que c'est vrai ? Donc du coup, des fausses croyances et l'image de la femme aussi qui est toujours malheureusement... Ouais, et ça c'est un truc qui m'énerve, c'est un des trucs qui m'énerve le plus. Ce côté femme-objet, ce côté la femme est un peu un réceptacle au plaisir de l'homme. Et dans 95% des pornos, c'est comme ça. Ouais. Et donc là, je pense vraiment qu'il y a une extraction à faire. Et tu parlais tout à l'heure, Manu, des pornos de catégorie alternative. Je pense qu'il faut peut-être aussi aller chercher dans ce coin-là, où il y a un peu un rééquilibre sur le corps et sur l'aspect un peu naturel du corps qui est fait. Enfin voilà, bref. Autre chose, oui. Mais je pense, pour revenir à ce que Marion vient de dire, que le porno a toujours surfé sur les limites, en fait. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a envie d'aller regarder, etc. C'est parce qu'il est toujours un petit peu... entre les deux. Ouais. Et donc, ce qui est considéré comme porno dans une société, à une époque, dans une culture, ne l'est pas toujours dans une autre. Comme tu l'as dit avec le hentai, etc. Voilà, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'aller justement peut-être se confronter à ça et voir ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Et il a toujours eu un petit peu cet effet-là. Faut savoir aussi qu'au niveau positif, le porno permet aussi de canaliser, de détourner une pulsion. Il y a des personnes qui
ne pourraient pas, par exemple, dans notre société, ici, à notre époque, avoir certaines pratiques avec leurs partenaires, mais qui peuvent se masturber devant ce genre de vidéos. Alors, je ne parle pas du tout de contenu pédopornographique, Bien sûr. mais de choses un peu plus extrêmes que le ou la partenaire ne pourrait pas accepter. Et donc, ça permet de canaliser cette pulsion, et puis il peut tout à fait avoir une sexualité épanouissante dans son couple ou... Pour les pratiques hardcore, par exemple. Par exemple, Ouais. j'imagine, voilà, il y a des couples qui sont tout à fait OK de partager une relation sadomaso. Il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. Et donc, la personne peut très bien, oui, c'est ça, se masturber devant ça et puis avoir une autre forme de sexualité dans le cadre de la vie de couple. C'est un exemple, là, comme un autre. Et donc, toi, c'est un outil parmi d'autres dans tes consultations sexologiques. Oui, je peux l'utiliser aussi pour des gens qui ont pas de désir, qui n'ont pas de fantasme, pour essayer de susciter. Alors, je me baserai plus sur tout ce qui est littérature érotique, etc. Mais parfois, pourquoi pas, si c'est important pour eux, d'aller voir aussi certaines formes de films porno. Alors, j'essaye, moi, peut-être de conseiller plutôt du porno moins stéréotypé, pour ne pas véhiculer ce genre de stéréotypes en plus, parce qu'il y en a aussi. Donc oui, et puis d'un autre côté, Marion parlait aussi d'addiction au porno. Là, ça m'arrive aussi dans les consultations sexologiques de le travailler avec eux quand il y a une dépendance vraiment par rapport à ça. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent très bien, pour combler une angoisse, avoir besoin de se masturber et de regarder du porno 5 à 8 fois par jour. Donc on est à l'école, on est au travail, on a besoin d'aller regarder ça pour vraiment... Donc là, ça devient de la dépendance et là, ça peut se travailler aussi alors en consultation, quoi. Quand ça devient des pulsions ingérables, incontrôlables, et que ça prend toute la place dans l'esprit et dans ce qu'on est en train de faire, on peut parler d'addiction à ce moment-là, je pense. Tout à fait. Et est-ce que donc au niveau du porno, très souvent, enfin, la majorité des cas, je pense qu'on associe masturbation et pornographie. C'est ça. Donc l'addiction se fait un petit peu déjà sur la vision, donc ce que le cerveau va capter avec les yeux, et en plus au niveau sensoriel. L'accès au plaisir. Quand plaisir. j'ai ce genre d'image, ça provoque une excitation qui va me permettre de jouir d'une certaine manière. Et ce qu'on constate parfois, en effet, c'est qu'on n'arrive plus à jouir qu'en étant exposé à ce genre d'image, et donc on n'arrive plus, comme Marion le disait, à être épanoui dans sa relation de couple, parce qu'il n'y a plus que ce genre d'image qui fonctionne, ou ce genre d'attitude. Moi, je reviens encore à des exemples Evras où j'avais un gars qui s'amusait à donner des fessées à sa copine et ne comprenait pas que ça lui plaisait pas et qu'elle n'aimait pas ce genre de truc. Parce que pour lui, c'était comme ça, il fallait qu'il puisse lui donner la fessée pour pouvoir éjaculer et avoir accès à son plaisir. Et donc, c'était vraiment compliqué pour lui de comprendre. Il était dans ce schéma-là. Mais c'est vrai que j'entends encore souvent même des jeunes en animation qui disent « Mais monsieur, chez les plus grands ici, et j'en ai déjà eu des 16 ans, « Ah, monsieur, mais moi, je baise, je cite, je baise comme dans le porno. » Parfois, ils le disent eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ont conscience de ce qu'ils voient, ils ont conscience de comment ils ont des relations sexuelles, et ils savent faire le lien entre les deux. Genre, c'est à cause de... c'est lié à ça que je pratique comme ça. Donc mais je pense qu'il y a réellement des gens qui ont construit leur sexualité autour du porno et qui ne sont pas du tout conscients de ce qui se passe dans leur corps. Moi, j'en ai énormément. Je me rappelle une fois une femme qui avait 50 et des ans et qui arrivait par rapport à ce qu'elle estimait être un problème de libido, une baisse de désir. Et en fait, en travaillant avec elle, je me suis rendu compte que pendant toute sa vie, elle n'avait jamais été connectée à elle-même. Elle avait reproduit ce qu'elle imaginait devoir être la sexualité en acceptant des pratiques qui ne lui plaisaient pas, des pénétrations anales, ce genre de choses, mais à elle, ça peut très bien procurer du plaisir, mais à elle, ça ne lui en procurait pas. Et elle ne savait pas ce qu'était que le plaisir. Imaginez. Et donc, je lui disais, mais... Alors, elle m'expliquait que quand elle montait rejoindre son mari dans la chambre, elle avait des angoisses, des bouffées de chaleur, qu'elle n'arrivait même plus à aller dormir avec lui, ça en était à ce point-là. Et je disais, mais qu'est-ce que vous faites alors ? Je monte quand même, je me force. Et c'est ça. Et donc, à force de se forcer d'année en année, à la fin, on est carrément bloqué, on n'a plus envie d'avoir une sexualité. Donc, le travail à faire, c'est vraiment de réapprendre aux personnes à se connecter à leur corps, à leurs besoins, à leurs émotions, à leurs sensations. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous montez l'orgeotte ? Ok, qu'est-ce qu'elle vient dire, votre émotion ? Votre corps, il est comment quand vous forcez à aller l'orgeotte dans le lit ? Je suis toute contractée. Ok, vous savez que si vous êtes toute contractée, vous risquez d'avoir mal, oui. Donc, ça paraît basique, mais j'en viens à faire ça dans les consultations sexologiques. Non, mais l'émotion, c'est la base
dans la sexualité, c'est la base. Dans toute relation humaine, et c'est pour ça que je reviens à ce qu'on disait tantôt, les vrais, c'est censé être dès la maternelle. Oui. C'est quoi une émotion, c'est quoi un besoin, c'est quoi une sensation, comment être en relation avec l'autre tout en étant bien avec moi-même. L'envie, oui, j'ai pas envie. Et la Ou j'ai sexualité, envie. c'est la même chose. Mhm. C'est même encore plus, j'ai envie de dire, parce que Évidemment. c'est encore plus intime, donc oui, raison de plus pour être à l'écoute aussi de soi et de l'autre. N'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit en termes de questions, en termes de remarques, si suite à ce podcast, vous auriez envie de venir prendre rendez-vous, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver ces informations-là sur la page Facebook du planning familial Ourtemblève concernant le podcast. Si vous souhaitez avoir des informations de manière plus générale, je vous renverrai vers le site loveattitude.be qui reprend adresse, numéro de téléphone ainsi que horaires et consultations des différents centres de planning en Wallonie et à Bruxelles. Marion, Manu, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Vous auriez envie de rajouter une dernière chose peut-être ? Juste peut-être vous renvoyer la question que je pense important pour vous les auditeurs. Posez-vous toujours la question. Et vous, qu'en pensez-vous ? Et Oui. vous, qu'en pensez-vous ? Ouais, je pense que c'est une certaine prise de recul. En tout cas, merci à vous deux. Un grand merci à vous deux. Merci à Nico aussi. pour la technique. Tu gères. Et merci donc à la Maison des Jeunes La Nova pour l'accueil. Merci au planning familial Ourtemblève. Merci au planning familial de Serein. Et merci à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous permet de faire ce projet. Voilà. Un grand merci et à bientôt à tous.